Les chiffres du pay-per-view Ngannou Renan Ferreira sont tombés et on commence à comprendre un peu pourquoi Dana White commence à envoyer les bastos selon toute vraisemblance de dire que le PFL est coincé avec un deal pourri parce que vous allez voir, les chiffres sont mauvais, mais quand on dit mauvais, c'est absolument terrible. Et surtout pour un combat où Francis Ngannou était payé 8 millions de dollars et son adversaire 2 millions, et que pour le prochain combat, Francis devrait être à 12 millions selon les termes de son contrat. On va voir tout ça ensemble. C'est parti, générique. Swear. Les chiffres du pay-per-view, donc selon Dave Meltzer, qui est vraiment une véritable source, une solide source en termes de pay-per-view, c'est lui aussi qui a les infos généralement pour l'UFC quand ça peut fuiter. Et donc, évidemment, c'est à prendre en compte que c'est uniquement aux États-Unis, mais c'est là qui est le plus gros marché en termes de pay-per-view. Il y avait aussi DAZN dans le reste du monde, mais bien évidemment, c'est moindre par rapport à ESPN+ aux États-Unis. Donc, le pay-per-view était disponible à 49,99$, ce qui est une somme relativement abordable pour les pay-per-view, hein, parce que généralement, on est sur 90 voire 100$ pour les plus gros événements. L'UFC, c'est 80$. Et donc, via la plateforme ESPN+, le PFL a vendu 10 000 pay-per-view, ce qui fait donc un chiffre d'affaires total de 500 000$ aux États-Unis pour le pay-per-view Francis Ngannou Renan Ferreira. Donc on n'est rien qu'à 10 millions de dollars pour le combat. Vous rajoutez à ça des combattants comme Johnny Eblen, comme Chris Cyborg, l'organisation du combat. Enfin bref, c'est un event qui aura très probablement coûté 20 millions de dollars, et c'est peut-être pour ça que 20 millions, tu penses? Même plus, hein, mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être pour ça aussi que Don Davis disait qu'on était, quand il a expliqué que cet event en Arabie Saoudite coûtait plus cher que l'événement à la sphère de l'UFC. On comprend pourquoi, parce que je pense qu'il a dû prendre en compte tous les salaires. Donc on est dans un truc où il n'y avait pas grand monde en termes de public, 500 000$ de chiffre d'affaires en termes de pay-per-view. Bref, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin pour dire qu'ils ont perdu beaucoup d'argent avec cet événement. C'est vrai que là où c'est terrible, c'est que tu vois, je me souviens pas du tout, j'ai été faire des recherches ce matin, mais sur le fait que tu sais, il y avait eu aussi il y a eu la même chose par rapport au combat entre Tyson Fury et Francis Ngannou, où de la même manière, ce gars-là, du coup, du Wrestling Observer, avait dit qu'il y avait eu en tout, je crois que c'était moins de 70 000 pay-per-view vendus pour Francis Ngannou, enfin disons aux États-Unis en tout cas, avec les différentes plateformes de pay-per-view. Et il y avait eu donc ce qui était très mauvais aussi. Enfin, c'est pour vous dire, maintenant on ne les a plus, mais un très très mauvais pay-per-view pour l'UFC, c'est 150 000 pay-per-view vendus. Donc moins de 70 000, c'est vraiment pas la folie. Mais à l'époque, Ariel Helwani, le journaliste MMA, le numéro un, était arrivé et en gros s'était présenté dans son émission en défense de Ngannou et des chiffres de pay-per-view en disant oui, mais vous oubliez le fait qu'il y a eu les pay-per-view aussi en Grande-Bretagne et en tout, on serait plus proche de 400 000 pay-per-view vendus. Puisque donc, Tyson Fury étant, même si c'est à moitié irlandais, moitié anglais, mais voilà, il avait un plus gros pouvoir de vente de pay-per-view, donc en Grande-Bretagne. C'est la même chose Là, avec Anthony Joshua aussi, hein. C'est juste qu'en Grande-Bretagne, les pay-per-view sont bien moins importants, on est sur 20$. Voilà, c'est ça. Mais donc, c'était que ce soit Tyson Fury ou que ce soit Anthony Joshua, il y avait donc ce A-side, cette partie de l'équation qui vend et dont on sait qu'elle ramène du monde, qui font que, effectivement, même s'il y avait eu les 70 000 pay-per-view aux États-Unis maximum, il y avait probablement eu de quoi faire. Ou je ne sais pas s'ils s'y retrouvaient, je ne sais pas s'ils atteignaient leur point mort, mais enfin, en tout cas, c'était moins catastrophique. Là, le problème, c'est que oui, c'est pareil, on n'a que 10 000 pay-per-view vendus et on n'a pas les chiffres en Grande-Bretagne. Le problème, c'est que c'est Renan Ferreira en face. Donc, un Brésilien, au Brésil, c'est plutôt des deals avec les chaînes TV. Donc là, par contre, non seulement c'est environ 7 fois moins, hein, si 10 000, que 70 000 de pay-per-view vendus aux States. Ouais, Rain Man. Mais en plus de C'est là ça, qu'on voit, on a bien fait de faire des études. le calculateur. Mais bah, vu que c'est Renan Ferreira en face, pas sûr qu'en Grande-Bretagne, qui que ce soit ait beaucoup plus acheté que ça. Et c'est là où, effectivement, maintenant qu'on a fait un petit peu la somme de tous les chiffres, c'est là où c'est vrai que
on peut pas s'empêcher de se dire, et c'est pour ça qu'à l'époque, on s'était trompé, puisque donc Francis avait réussi à trouver ce deal-là avec le PFL, mais on était, toi comme moi, je me souviens, on était en mode, on commençait à se faire du souci par rapport à Francis, parce qu'on se disait, mais qui va s'y retrouver à prendre Francis et à le payer des millions, sachant qu'il ne vend pas beaucoup? Eh ben, heureusement pour Francis, du coup, il a trouvé le PFL, mais là, le PFL, on commence à avoir des chiffres réels sur pourquoi est-ce que c'est une très mauvaise affaire pour le PFL. Alors après, c'est une très mauvaise affaire numériquement parce que tout ce qu'on vient de décrire. Est-ce que pour toi, il y a un plus dans le sens, vu que c'est quand même Francis Ngannou, que c'est l'ancien champion UFC, ça fait pour l'image de marque du PFL, c'est quand même très bon. Est-ce que pour toi, ils s'y retrouvent un peu dans ce truc-là et c'est ce qu'ils avaient pris en compte peut-être dans leur projection, ou est-ce que là, même pour eux, ils sont en mode oula, on s'attendait pas à un Non, tel non, je budget. pense que pour le PFL, ils s'attendaient pas à ça, mais aussi je pense que le PFL sont évidemment tributaires de deux choses, l'adversaire de Francis Ngannou et le non PFL, parce que c'est vrai quand on regarde, donc on l'avait dit avec Rust, hein, Francis n'était pas une star en termes de pay-per-view. À l'UFC, les 3 fois où il a été main event, on avait donc 350 000 pour le premier combat contre Stipe Miocic, deuxième combat 500 000, mais attention, c'était en période Covid, donc on sait que l'UFC a surperformé durant la période Covid parce que c'était la seule organisation qui continuait d'envoyer du lourd durant cette période, et il y a eu des succès de fou. Masvidal contre Ousmane qui a fait 1 300 000, enfin c'était vraiment une dinguerie à cette époque-là. Et donc le combat contre Cyril Gane où il fait 300 000 pay-per-view. Cyril Gane, tu vois, pour moi, c'est quelqu'un qui est très connu en France, mais qui est pas connu à l'étranger. Je le compare un peu à Renan Ferra dans le sens où le grand public le connaissait pas. Mais c'est là que tu te dis que, avec la marque UFC, quand tu fais combo UFC plus titre poids lourd, t'atteins forcément les 300 000 parce que c'est pareil, Miocic n'était pas une superstar. Et le problème, c'est qu'avec Renan Ferreira, bah t'avais pas un mec que les gens connaissaient d'avant, il avait en plus déjà perdu, tu peux pas non plus avoir ce côté le gars est invaincu. Nous on voyait clairement les limites sportives de Renan Ferreira par rapport à ça. Il était sur un gros run, mais il avait quand même des limites sportives. Il ne parle pas anglais, les gens ne le connaissent pas, et en plus c'est le PFL qui t'avais aussi ce délire de, c'était pas vraiment le titre du PFL, c'était le titre Super Fight, enfin, c'était un peu obscur tout ce truc-là. T'avais pas non plus de finale de tournoi par rapport à ça, donc je pense que tout ça n'a pas vraiment aidé à ce que Francis Ngannou performe, et à mon sens, tu vois, il aurait vraiment eu besoin d'un gros adversaire, et c'est pour ça que moi je trouve ça dommage, c'est que là, on peut se dire, ouah, Francis c'est pas une star, enfin, certes dans les chiffres, hein, 10 000 ventes c'est un échec absolu, mais je sais pas si c'est vraiment de la faute de Francis ou de l'adversaire, parce que tu fais Ngannou, Derrick Lewis 2 au PFL, peut-être que ça marche beaucoup mieux. Là, le problème pour moi, c'est que vraiment, c'est quelqu'un, Renan Ferreira, que personne ne connaissait. Et quand je dis personne ne connaissait, sportivement et même en termes de following, tu vois, c'est pas quelqu'un, je pense pas que le Brésil était à fond derrière Renan Ferreira. Bah, et puis, en fait, en plus, comme on en parlait il y a pas longtemps, quand il y a eu l'annonce de Shafkat contre Belal Mohamed, bah, typiquement ça, et c'est toi qui m'avais dit, tu vois, ça, tu mets ce combat-là dans n'importe quelle autre organisation, il y aurait eu donc le même niveau sportif si on fait ça, je sais pas, au Bellator, au PFL ou au NFC, seulement avec le tampon des 3 lettres UFC dont on sait que ça apporte la crédibilité sportive, dont on sait que ça apporte bah forcément UFC, vous savez que vous avez un certain standing en termes de production aussi, vous savez que donc il y a aussi tout ce qui est relié parce que bah, celui qui gagne ce combat, tu sais déjà contre qui il pourra combattre après, parce qu'il y a des gros noms dans la catégorie auxquels tu peux les relier et qui peuvent les combattre à n'importe quel moment, les Colby, les Ousmane et n'importe quoi, Ramzat à l'époque en welterweight, etc. Donc il y a tout un réseau de trucs qui font que effectivement, quand c'est tamponné UFC, ça change absolument tout. Et je dis par rapport à Belal et Shafkat parce que ce sont des gars qui ne sont pas connus du grand public, ne sont pas américains et a priori pour l'instant ne vendent pas beaucoup. On va voir pour Shafkat, mais enfin vu qu'il parle pas anglais, etc. Je pense que ça rend les choses compliquées même si c'est un finisher. Et c'est vrai que c'est là où c'est compliqué, c'est que même, tu vois, j'étais en train de me dire, on a évoqué potentiellement, et puis après, il s'est trouvé qu'ils en ont parlé aussi, un combat avec Rico Verhoeven, où je suis pas sûr que ça marcherait beaucoup, beaucoup plus non plus un combat contre Rico Verhoeven, alors que Rico Verhoeven parle anglais, alors que c'est une légende du kickboxing. Sauf que, soit effectivement, t'es vraiment très 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 connu pour une autre raison, ou parce que t'es divertissant, ou je ne sais quoi, en dehors de l'UFC, mais sinon, j'ai l'impression que, qui que ce soit, même un Deontay Wilder, enfin, là, je ne vois pas vraiment de moyen que le PFL aurait,
avec les agents libres qui sont en tout cas dans les environs, je ne vois aucun moyen pour le PFL de créer du chiffre en fait là. Ah, c'est ça. Pour moi, il faut quand même du suspense parce que là, malheureusement, on n'a pas eu les chiffres de Joshua, mais c'est vrai que comme ce que tu disais, hein, les chiffres au global pour Ngannou Fury, donc c'est mondialement, donc on était sur du 700 000, voilà. Mondialement, en ouais, pay-per-view. mondialement, parce qu'il y a eu donc 67 000, enfin 700 000, 670 000, puisqu'il y a eu 67 000 aux États-Unis sur ESPN+, dans le monde 200 000 via DAZN, et au UK, via TNT Sports, 400 000. Donc quand on additionne tout, ça fait 670 000. Ce qui est quand même, enfin 667 000, ce qui est quand même assez correct. Malheureusement, on n'a pas eu les chiffres de Joshua. Je pense que c'est un petit peu au-dessus, parce qu'il y avait la victoire de Francis, enfin la victoire, la bonne performance de Francis contre Tyson Fury, et puis Anthony Joshua qui est quand même plus connu que Tyson Fury au Royaume-Uni. Et c'est vrai que pour moi, ce qui serait important aussi, c'est d'être dans un combat où il y a du suspense. Parce que typiquement, ce que tu disais, tu vois, que ce soit Rico Verhoeven, si c'est les règles du MMA, je pense que c'est un petit peu compliqué pour lui. Deontay Wilder, si c'est de la boxe, c'est intéressant. Si c'est un truc hybride, pourquoi pas. Mais je pense qu'il faut aussi que les gens se disent, est-ce qu'il y a moyen que Ngannou perde ce combat? La question que je me pose aussi pour Francis, c'est à quel point est-ce que la défaite contre Anthony Joshua a heurté aussi le star power un peu de Francis, qu'on voyait tous comme un mec qui était impossible à finaliser, même impossible à être touché. Tu le vois pour la première fois humain contre Joshua, plus le drame qu'il a vécu. Est-ce que les gens se sont dit aussi, peut-être que Francis, vraiment, son prime est passé, ce combat contre Renan Ferrara, c'est pas limite de l'exhibition, mais tu vois, les gens qui voient ça de loin se disent, bah, je vais peut-être pas regarder parce que on n'a pas envie de voir Francis mal finir aussi, parce qu'on voyait, mine de rien, c'était assez partagé dans l'esprit des gens entre Renan Ferrara et Francis en termes de pronostics. Ouais, c'est sûr, et il y en avait pas mal, d'ailleurs, Don Connor qui mettait Ferreira. Après, je pense que c'est quand même un secret de Polichinelle aussi, et puis maintenant, vous comme nous, devant nos écrans, oui, c'est une machine à chaos Francis, mais en réalité, comme il n'y a pas le côté divertissement en dehors de la cage, puisque Francis est quelqu'un de très calme, très mesuré, très respectueux, ben, quelle star de pay-per-view on a vu qui n'avait pas ce côté divertissement hors de la cage. Même des mecs qui sont des tueurs à gages et qui font des finitions. Parce que tu prends tous les gens qui marchaient en pay-per-view, tu prends Ronda Rousey, Adesanya. La seule exception, ce serait peut-être Georges Saint-Pierre, mais qui avait le pays du Canada derrière lui et qui achetait des pay-per-view. Donc c'était un peu différent et qui était anglophone. Mais sinon, les Ronda Rousey, Brock Lesnar, Conor McGregor, Adesanya, absolument tous ceux qui ont cartonné en pay-per-view, c'est parce qu'ils étaient capables de toucher en dehors des fans hardcore et donc de toucher des gens qui étaient en mode il y a un bif entre lui et lui, ça parle mal, on veut savoir parce que c'est ce qui on peut dire ce qu'on veut, c'est ce qui fait que on accroche généralement parce qu'on est des humains et puis que voilà, quand il y a des trucs comme ça, on regarde. Donc en fait, je pense qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a de toute façon l'aspect sportif et on pourrait aller chercher n'importe qui là, comme on vient de le dire, c'est chaud quand même. Mais de toute façon, comme avec Francis, il n'y aura pas ce côté divertissement en dehors qui est capable de transcender un peu et d'aller chercher ce qui ne sont pas que les fans hardcore. Bah, je me demande en fait si Francis peut vendre tout simplement. Ouais, et puis de toute façon, pour un pay-per-view, pour que ça fonctionne, il faut que les gens soient en mode on n'en peut plus, il faut qu'on soit obligé d'acheter et que jamais dans leur tête, et si je tentais l'option un petit peu illégale. Et puis pour finir aussi, le PFL, donc on avait Don Davis qui était assez satisfait des résultats sur le digital, mais visiblement, je pense que quand il a eu les chiffres, il s'est dit on va peut-être changer puisque les finales du PFL cette année seront disponibles gratuitement sur ESPN+. Donc peut-être qu'ils se sont dit aussi c'est bien de construire un peu la marque avant de faire payer les gens parce qu'ils se rendent bien compte que pour l'instant les gens n'achètent pas et je pense qu'à mon avis la prochaine fois que le PFL essaiera en pay-per-view ce sera pour les débuts tant attendus en tout cas pour eux de Jack Paul en MMA où là je pense que les gens sont susceptibles d'acheter mais avant ça à part faire en sorte que personne ne regarde ton truc légalement je pense que ça complique un peu les choses. Mais ça, comme ils disent en anglais, riddle me this Batman, résous-moi ça Batman, pourquoi on le voit tout le temps ça? Des organisations petites ou moyennes, mais qui font du pay-per-view direct, ça n'a jamais marché. Ou alors j'en oublie. Mais là, je pense au Bellator avec les fameux Ken Shamrock ou je sais pas trop quoi. Je pense à le PFL. Tous ceux qui ont tenté des pay-per-view alors que avec un tout petit peu de bon sens, ça avait l'air d'être en mode les gars, ça ne marchera pas votre histoire. Je comprends pas. Explique-moi juste parce que ils font des recherches beaucoup plus que nous. Nous, on est juste de petits journalistes, journalistes et encore, on n'a pas fait d'études là-dedans À du la tout mort devant nos, moelleux. ouais, voilà, des mecs qui en tout cas qui sont dans les médias.
Donc ils ont forcément, enfin, il y a forcément un truc qu'on comprend pas, mais pourquoi ils se lancent tous dans les pay-per-view alors qu'on voit bien que ça ne marchera pas? Je pense que tu tentes. Je pense qu'ils tentent et ils se disent pourquoi pas, pourquoi ne pas tenter. Et quand tu, en étant optimiste, je pense que tu te dis, tu vois que Nunes a fait 100 000 pay-per-view, ce qui est éclaté. Ils se disent putain, si elle a fait ça, en oubliant le côté, en étant un petit peu circuit fermé, sans parler à d'autres gars, ils se disent avec l'UFC, Nunes a fait 100 000. Est-ce que quand nous on met Fedor, on met Mitrione, on met Vanderlei Silva, on met Chael Sonnen, est-ce qu'on taperait pas les 100 000 aussi? Tu vois? Et je pense qu'un peu à cette manière-là, ils se disent, on va sûrement réussir à faire 100 000. Ils font leur pay-per-view, bah ils voient qu'ils atteignent pas les 50 parce que t'as pas le nom UFC. Et je pense que c'est ce suroptimisme de se dire, avec les noms qu'on a, on va réussir à convaincre les gens de payer. Mais ça, c'est un truc que je ne comprends pas parce que l'optimisme, tu l'as quand t'as aucun autre exemple de trucs qui ont déjà été tentés. Mais le nombre de trucs qu'on a vus sur les 10 dernières années, 15 dernières années de mecs qui tentent des pay-per-view et ça ne marche pas du tout. Je suis un peu abasourdi à chaque fois d'entendre ah, mais on va faire ça en pay-per-view. Bon, bah voilà, 10 000. Mais après, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Qu'est-ce que je voulais dire? Non, bah, en fait, je voulais rien dire du tout. Je voulais juste te dire, mais c'est vrai que donc je comprends un petit peu aussi le. Je dis pas que je suis d'accord, mais je comprends la manière de réagir de Dana White, comme tu disais au début du podcast, sur. Bah, en fait, c'est vrai que là, si tu prends le truc qu'on vient de décrire juste d'un point de vue business, c'est absolument impossible, malgré toutes les levées de fonds que tu peux faire. Ça veut dire que donc, si tu commences à perdre 5 millions, et encore on est optimiste, 5 millions sur chaque event, et qu'il n'y a pas forcément, c'est sur ça qu'il compte, hein, j'imagine le PFL, mais qu'il n'y a pas forcément, tu sais, une espèce de croissance dans l'image de marque qui fait que petit à petit ils réduisent les déficits, qu'il y a de plus en plus de stars, etc. Ce sera peut-être le cas sur le temps long, mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas. Bah, c'est vrai que je me mets à la place de Dana White, je me dis oui, non, effectivement, les mecs vont forcément couler puisque ils sont déficitaires sur tout ce qu'ils font et ils n'ont pas l'air de changer un peu soit leur cours, leur trajectoire ou quoi. Et c'est vrai que ouais, voilà, bon, c'est tant mieux pour Francis, mais le payer 8 millions puis 12 millions, juste ça, ton événement est déjà déficitaire. Tu rajoutes tous les restes, les coûts logistiques, etc. Enfin, malgré les Saoudiens derrière ou je ne sais plus quelles sont les levées de fonds c'est vrai que c'est impossible que ce soit pérenne comme modèle. On le savait déjà, maintenant, ça y est, on est dans le dur. Non, on est dans le dur. Non, je pense. Merde. Panique à bord, les gars. Non, 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 je te rejoins complètement. Là, en plus, ce qui est très dur pour le PFL, hein, c'est ils vont aussi avoir besoin de constance parce que là, ils n'ont qu'un seul Francis pour l'instant. Et quand tu dis que ta superstar est fait qu'il y a seulement 10 000 ventes de pay-per-view, va falloir qu'ils changent un petit peu, je pense, leur modèle en termes de tournoi. Déjà là, passer en gratuit, je pense que c'est une bonne chose parce qu'au moins les gens vont découvrir un petit peu les nouveaux noms qu'il y a. Et là, à mon avis, ils vont devoir vraiment très sérieusement se poser pour le prochain adversaire de Francis. Rico Verhoeven, nous ça nous intéresse, mais j'ai vraiment l'impression qu'à part les mecs comme nous, ça n'intéresse personne, parce que pourtant il a fait Ariel Elwani, le Glory, ils se sont mis en branle pour dire on va pousser, ça ne marche pas du tout, mais quand je dis ça marche pas, il y a zéro traction pour que quelqu'un dise ah ouais ce serait cool Rico Verhoeven, donc même ça c'est une option qui serait je pense en plus assez coûteuse, ça ne va pas marcher, donc ils vont devoir chercher du côté d'un mec qui est un peu connu, mais un mec un peu connu qui soit pas signé par l'UFC, ça va être très compliqué, donc selon toute vraisemblance Deontay Wilder, mais est-ce que Wilder voudra faire un truc hybride et pas juste de la boxe? Compliqué, très très compliqué pour le PFL. En tout cas, on va suivre ça avec attention, mais c'est vrai qu'en termes de chiffres, hein, là, c'est pas bon du tout. On va terminer, monsieur. Ouais, on a terminé. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que du coup, ça fait un peu un cas d'école. Même si ce sont deux points de vue extrêmes, le point de vue de Dana White et le point de vue PFL, à savoir le point de vue de Dana White, c'est on ne lui donne quasiment rien parce que visiblement il était quand même prêt à l'augmenter sérieusement. Mais en tout cas, voilà, on ne lui donne rien de ce qu'il demande, de ses demandes un peu extra salariales, c'est-à-dire le syndicat, etc. Donc d'un côté, tu avais le cas d'école de l'UFC qui a un champion UFC mais qui décide de le laisser aller parce que les demandes sont trop. Et à l'extrême opposé, tu as le PFL qui dit oui à absolument tout et qui se retrouve à avoir une star qui ne vend pas et qui fait que leurs événements sont toujours déficitaires de plusieurs millions. C'est vraiment intéressant d'avoir les deux cas d'école comme ça un peu opposés.
Mais en tout cas, le grand vainqueur de l'histoire, hein, c'est Francis Ngannou, Ah ouais. donc qui avait même expliqué à Joe Rogan hein, que l'UFC allait lui offrir hein, sur son nouveau contrat 1,5 $ par pay-per-view vendu à 80 $ du côté de l'UFC. Bien, on a terminé. My Sweet Protein, moins 30%. Surtout My Protein, les gars, avec le code LASSEUR, moins 30% toute l'année au minimum. Et puis Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes. Ils font des boissons de réhydratation et des thés glacés également. Rusty va en avoir besoin aujourd'hui. Code LASSEUR 5 pour votre première commande, moins 5 €. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code LASSEUR 10, moins 10%. On se retrouve très vite. Bye.